La parole est maintenant à Madame Aude Luquet. Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, en ce samedi 4 novembre, nous sommes une nouvelle fois réunis pour examiner une motion de censure alors que nous devrions être dans nos circonscriptions aux côtés de nos concitoyens. Mais voilà, certains, notamment aux extrêmes de cet hémicycle, ont choisi de s'entêter dans une stratégie qui commence à être bien rodée tant elle est récurrente, celle de l'obstruction et de l'irresponsabilité. La France insoumise, en se trouvant aujourd'hui esselée dans cet entêtement, garde d'ailleurs une certaine longueur d'avance en la matière. Obstruction, car chaque fois, nous en venons à battre des records de dépôt d'amendements qui se comptent en milliers. Cela n'a qu'un but, saturer les débats et éviter un examen serein sur le fond. Obstruction aussi par la multiplication des motions de rejet préalables, quasi systématiques, sur chaque texte pour, là encore, empêcher tout débat. Irresponsabilité ensuite, car vouloir empêcher l'adoption d'une loi financière, c'est priver la France d'un budget et donc mettre à l'arrêt nos services publics et abandonner l'accompagnement des Français. Cela est d'autant plus préjudiciable quand il s'agit, comme ici, de la santé. Irresponsabilité toujours, car si on en fait compte des amendements défendus par les oppositions, ce sont plusieurs centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui viendraient creuser les déficits, sans qu'un véritable financement alternatif ne soit proposé, si ce n'est d'imaginaires économies qui, d'un coup de baguette magique, viendraient effacer tous les déficits. En un mot, vos politiques nous mèneraient tout droit vers le gouffre. Nous avons fait le choix de la responsabilité budgétaire, tout en poursuivant la protection de notre système de santé pour renforcer la prévention et l'accès des soins, notamment des personnes les plus vulnérables. L'utilisation du 49.3, garantie et encadrée par notre Constitution, n'est pas un outil pour aller contre l'intérêt général, mais au contraire pour le faire prévaloir sur des considérations politiciennes et partisanes forcément court-termistes. Celles-ci n'ont pour seul but, comme je l'ai déjà dit, que de mener au blocage, sans solution alternative viable, sans majorité alternative, comme le démontrent à chaque fois les votes sur les motions de censure successives. Dans un mode politique idéal, nous parviendrons à avoir un dialogue constructif en amont et à rechercher collectivement, en responsabilité, un consensus par des débats enrichissants. Mais voilà, cet idéal semble aujourd'hui bien lointain. Lointain, car mes chers collègues de l'opposition, surtout aux extrêmes de cet hémicycle, vous ne voulez pas vraiment que le quotidien des Français s'améliore. Votre seul moyen de prospérer n'est pas de résoudre les problèmes, mais de souffler sur des braises de feu que vous essayez d'allumer en permanence. Certains à l'extrême gauche de cet hémicycle ont ainsi choisi comme fil rouge de tout conflictualiser en privilégiant le bruit plutôt que la parole, l'insulte permanente plutôt que le dialogue. D'autres, à l'extrême droite, ont choisi la normalisation par le silence, mais qui apparaît comme un jeu de trompe-l'œil, qui voudrait faire croire à une décontamination des passions les plus sombres. Mais ne soyons pas dupes, tant qu'il y a un peu à gratter, vous retrouvez vos funestes fondamentaux. Comment arriver alors à des consensus? Cela demande de s'extraire des intérêts partisans et des tactiques politiciennes que nos concitoyens ne supportent plus. Comme le dit très bien Thomas Ferrangzi dans son livre « Défense du consensus », le consensus n'est pas synonyme de paresse de l'esprit ou de peur de l'action, mais une entreprise complexe qui exige courage et imagination et qui repose moins sur l'effacement des différences que sur la construction d'un espace de dialogue qui en assure la régulation. Le consensus est donc tout sauf un renoncement, alors que certains voudraient faire croire que le Parlement se voit continuellement tordre le bras à coups de 49.3. Il est toujours utile de rappeler que depuis le début de cette 16e législature, ce sont des dizaines de projets ou de propositions de loi qui ont été adoptés grâce à une majorité. Nous parvenons donc à trouver des consensus, mais cela demande, pour les projets de loi de finances, de sortir d'un schéma apparaissant d'un autre âge pour nos concitoyens, qui est celui de s'opposer de manière stérile et inconditionnelle sur tout budget défendu par une majorité en place, fût-elle relative. Ce n'est pas le choix fait par les oppositions de cet hémicycle. Toutefois, ne laissons pas croire que le recours au 3e alinéa de l'article 49 signifie de faire taire tout débat, puisqu'ils ont lieu en commission durant plusieurs dizaines d'heures. Ne laissons pas croire non plus que cela veut dire être hermétique à l'ensemble de ce qui a été proposé par les parlementaires que nous sommes. Un certain nombre d'amendements défendus sur l'ensemble de nos bancs viennent et viendront enrichir le texte d'origine. Je ne ferai pas ici une litanie des amendements parlementaires retenus, mais je voudrais cet après-midi prendre le temps de saluer l'important travail de mes collègues du groupe démocrate,
travail souvent engagé depuis plusieurs semaines avec les acteurs des différents secteurs concernés, leurs collègues de la majorité comme de l'opposition, ainsi qu'avec votre gouvernement, Madame la Première ministre. Le texte que vous nous proposez en contient un certain nombre. Le groupe démocrate avait choisi comme l'un de ses axes principaux de travail la prévention. Je me réjouis ainsi que le texte intègre la proposition des députés démocrates que nous partageons avec de nombreux autres groupes de cet hémicycle de faciliter la vaccination contre le papillomavirus des jeunes en situation de handicap, ou encore la proposition de Sandrine Josso sur le dépistage systématique du cytomégalovirus chez les femmes enceintes. Nous avions aussi souhaité un meilleur accompagnement des personnes qui traversent des moments de vie parfois difficiles, comme notre amendement qui vise à supprimer le jour de carence pour les arrêts de travail après une interruption de grossesse, ou plus heureux en encourageant les agriculteurs à prendre leur congé de paternité. Nous regrettons que d'autres propositions du groupe, comme la consultation d'un kinésithérapeute après un diagnostic de maladie de Parkinson ou encore la hausse de prime de naissance pour le premier enfant, n'aient pas été conservées. Nous tâcherons de vous convaincre sur ces sujets comme sur d'autres dans les prochains mois. Ces amendements visaient à améliorer ce texte, pas à le vider de sa substance, car contrairement aux oppositions, ce PLFSS, nous le trouvons juste, nous le trouvons beau. En vous opposant à ce texte, vous dites non à plus de 640 milliards d'euros d'investissement pour notre sécurité sociale, vous dites non à un renforcement de la prévention, vous dites non à l'amélioration de l'accès aux soins, vous dites non à la revalorisation de nos soignants, vous dites non à la campagne de vaccination contre le papillomavirus, vous dites non à la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans, vous dites non à la lutte contre la précarité menstruelle, vous dites non à la création d'un service de repérage et d'accompagnement précoce du handicap, pour lutter contre les diagnostics tardifs des troubles du développement, vous dites non à la lutte contre la fraude. Tout cela, évidemment, sans proposer de projet alternatif crédible et encore moins qui soit majoritaire. En responsabilité pour l'ensemble des raisons que je viens d'exposer, le groupe démocrate ne votera pas cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant